Et donc, il me semble que, enfin, moi, c'est comme ça que je fais la distinction entre l'économie sociale et l'économie sociale et solidaire. J'ajoute une chose, c'est que l'économie sociale et solidaire s'est investie dans un nombre de terrains beaucoup plus larges, puisque l'économie sociale et solidaire, c'est aussi les préoccupations écologiques, c'est aussi la finance, ce qu'on appelle la finance solidaire, qui apparaît à peu près à cette époque et qui n'existait quasiment pas dans les années 70. Bon, ça commence très très doucement en 83-84, mais ça prend son essor véritablement une dizaine d'années plus tard, les finances solidaires dont on parle bien. Donc on voit que tant par le monde dans lequel elle se situe que par les objectifs qu'elle se donne, l'une et l'autre ne sont pas pareilles. Évidemment, il y a des liens entre elles, ça va sans dire, ça va sans dire. Il y a toujours les coopératives, c'est toujours porté par les coopératives, les mutuelles, les associations. Mais je pense qu'il y a aussi des différences. Alors, quelques remarques pour conclure. Premièrement, j'ai envie d'insister sur le caractère absolument très long de cette histoire, et c'est pour ça que je n'ai pas hésité à remonter, même si j'ai été vite, au début du XIXe siècle, parce que ça nous permet de mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui, et le caractère massif de ces organisations. Et j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait 4 millions de mutualistes en 1914, il y en a 38 millions aujourd'hui. Je ne dis pas qu'ils soient tous militants, loin de là, à commencer par moi, mais enfin quand même, bon, ça pèse énormément. Et ces mouvements ne sont pas connus. Autant on connaît dans les pays d'histoire, ou du moins la personnalité d'un dirigeant syndical, on en parle, les médias en parlent, etc., qui parle aujourd'hui des mouvements d'économie sociale. De ce point de vue, on en parle, comment dirais-je, beaucoup moins. Deuxièmement, c'est une histoire extrêmement longue et complexe. J'ai essayé de vous, comment dirais-je, retracer les grandes lignes. Je voudrais dire, ajouter une ou deux choses. La première, c'est que dans cette histoire, il ne faut pas croire que les mouvements aient toujours la même place et toujours la même importance. Ça, c'est très important de comprendre ça. Je vais prendre un exemple. Les associations. J'ai dit que les associations, c'est vraiment un monde difficile à définir parce que c'est nébuleuse, parce que c'est flou, parce que... Bon. Il n'empêche que pendant longtemps, les associations ont été la troisième, je ne parle pas du journal vert, mais en poids, le troisième acteur de l'économie sociale. Et de très loin, de très loin. Et puis, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est qu'à partir des années 70, on constate une explosion du nombre des associations de toutes sortes, notamment celles qui prennent en charge le social et le médico-social. On va y revenir parce que la question des besoins sociaux est très importante, et que ces associations, qui étaient en quelque sorte à la traîne des autres mouvements, elles le dépassent. Elles dépassent en tout cas le mouvement coopératif, et elles le dépassent d'autant plus que le mouvement coopératif a connu aussi des vicissitudes, en particulier la coopération de consommation, parce que là aussi, on en parle guère, mais il faut quand même le dire aussi, la Fédération nationale des coopératives de consommation a connu une très grave crise en 1985-86, parce qu'elle était incapable de se moderniser, parce que les magasins coop n'étaient plus capables de réaliser avec les grandes surfaces, etc. Et la Fédération nationale, la FNCC, cette vieille organisation constituée en 1912, s'effondre. On ramasse les morceaux, on sauve ce qu'on peut, etc. Mais enfin, cette prééminence qui est longtemps la coopération de consommation au sein du mouvement coopératif, ce n'est plus vrai actuellement. Donc, on a quelque chose qui change avec plus d'associations et moins, si vous voulez, moins de coopération. Évidemment, il faut prendre en charge comment dirais, tous ces éléments parce que sinon, là encore, on ne sait pas de quoi on parle, et quand on ne sait pas de quoi on parle, on se trompe. Troisième remarque, quand on regarde l'histoire de ces mouvements n'arrêtent pas de dire, tous avec unanimité, tous en cœur,
on ne fait pas de politique. Politique, c'est bon pour la partie politique, certes, bien sûr. N'empêche que quand on regarde l'histoire de ces mouvements, on voit qu'il y a de la politique tout le temps. Et ce n'est pas étonnant, parce que les questions auxquelles ils s'attaquent sont évidemment des questions de société, donc des questions politiques. Je ne prends que deux exemples. J'ai dit que la FNCC était proche des socialistes à sa création. Elle est encore plus proche sous le Front populaire. Bon, elle va s'écarter des socialistes à la Libération, mais en revanche, la coopération de production va plus ou moins se rapprocher de la deuxième gauche et des théories autogestionnaires après 1968. La mutualité a été proche, avant 1914, du parti radical. Elle était extrêmement proche. Je citerai un nom, celui de Léon Bourgeois, qui est un des fondateurs du parti radical, et certainement un des hommes politiques qui s'intéressent le plus à l'époque à la mutualité, qui regarde ça de très très près. Donc les connivences sont très fortes, avec la franc-maçonnerie aussi d'ailleurs. Bon, autre sujet, c'est mal connu, enfin, bon, je passe. Bon. Et puis, on voit que là encore, bon, plusieurs épisodes de l'histoire de la Fédération nationale pendant l'entre-deux-guerres sont très proches du politique. On voit qu'elle ne fait pas de politique, mais elle soutient la charte du travail, puis elle se met à l'écart à la Libération, et elle se rapproche lentement, parce qu'elle change aussi les fonctionnaires, notamment notre en masse, elle se rapproche très lentement, ça se passe très lentement en mutualité, sans bruit, également, etc. Elle se rapproche du nouveau parti socialiste, et on peut dire que la Fédération nationale a accueilli l'arrivée de la gauche au pouvoir en 1981 avec joie. Pour les associations, c'est encore plus compliqué, je n'en parlerai pas, mais là encore, si j'en dirais quand même un mot, elle commence à se structurer à la fin des années 70. Là encore, quand on voit ce mouvement de concentration de l'économie sociale, et là aussi, on voit qu'elle se rapproche très lentement, mais clairement, de la deuxième gauche du Parti socialiste. Donc, c'est-à-dire, autant dans toute cette histoire, on ne fait pas de politique, c'est régulièrement démenti par les faits. Alors évidemment, on ne fait pas de politique comme un parti, mais enfin, bon, on est bien obligé, si on veut comprendre cela, de voir que quand même le politique a sa place, a son importance, et c'est normal, je le répète, parce que, encore une fois, on a affaire à des questions de société, donc des questions politiques. Dernière question, pour terminer, auxquelles est confrontée ou sont confrontées, je ne sais pas, l'économie sociale et l'économie sociale et solidaire. Bon, supposez, si vous admettez, cette distinction. Il me semble qu'on peut, peut-être davantage d'économie sociale et solidaire, on peut la lire de deux façons. Ou bien on peut la rattacher à un courant, à un projet socialiste extrêmement ancien, projet socialiste extrêmement ancien, qui a été pensé par un des pères du socialisme qui s'appelle Pierre-Joseph Proudhon, qui a été d'ailleurs très machiste et très antisémite, mais enfin bon, passons. Bon. Et pour qui la société socialiste devrait se construire en dehors de l'État, sur des bases fédérales, sur des bases non centralisées et en dehors de l'État. Et dans une certaine mesure, un certain nombre de mouvements d'économie sociale, effectivement, s'inspirent de la pensée proudhonienne, en particulier par leur rejet et leur méfiance vis-à-vis de l'État. Je pense que cette question doit encore nous interroger aujourd'hui. On peut aussi envisager l'économie sociale et solidaire comme autrement. On peut l'envisager comme, à partir du moment où l'État, et c'est une question que je pose, l'État, me semble-t-il, se dégage de plus en plus de la prise en charge des besoins sociaux. Elle se les dégage aussi sur le plan économique. Dans ces cas-là, la nature ayant horreur du vide, il faut bien que quelqu'un le fasse. Et ce quelqu'un, c'est le retour des initiatives privées. Donc on irait, mais bon, j'arrête la comparaison parce qu'elle serait boiteuse sur bien des points, on irait, si vous voulez, jusqu'en 1914, il y a eu peu d'États, il y a eu beaucoup plus d'États jusqu'à maintenant,
Et je retourne ce développement de l'économie sociale et de l'économie sociale et solidaire s'explique peut-être par le fait qu'elle prend en charge un certain nombre de besoins sociaux que l'État prend de moins en moins en charge. C'est particulièrement vrai pour les associations qui sont en charge du social et du médico-social, et elles pèsent extrêmement lourd. Elles pèsent extrêmement lourd. Il me semble qu'il y a quelque chose à prendre en compte là-dessus. Voilà. Merci de votre attention. Y a-t-il des questions ? Bien, je vais poser la première question. Alors. Oui, je voudrais te poser une question, Michel, à propos du rôle du musée social dont tu as peu parlé, alors que tu occupes des fonctions importantes à ce jour dans ce musée social. Le musée social a été créé pour recueillir l'héritage intellectuel de Frédéric Leplay, grand absent, à mon corps défendant, de notre exposition. Leplay est absent de l'exposition, mais pas son château de Ligourd, qu'on peut voir dans l'exposition, et pas non plus le musée social, qui lui aussi apparaît. Tout près de l'entrée, une photo du musée social, 3 ans seulement après sa fondation, et celle qui représente la réunion du 2e congrès de l'Alliance coopérative internationale. Et puis, encore 4 ans plus tard, ce sera la fondation de la Fédération nationale de la mutualité française dans ce même musée social. Alors, je cite là deux grandes familles qui se sont réunies, nombreux, au musée social, mais il y a sans doute autre chose. D'ailleurs, on voit apparaître sur la photo les mots coopération, en gros, mutualité, etc. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Sur le musée social? Je vais en dire un peu plus, mais tu as dit l'essentiel. Le musée social, qui existe toujours aujourd'hui, même s'il s'appelle musée social CIAS, pour des raisons, peu importe lesquelles, a été fondé encore en 1895, donc au même moment que la CGT, que la Chambre consultative, peu avant la Fédération nationale des mutualités françaises, et j'en passe. Donc vous voyez, tout ça se passe au même moment, par un originel qui s'appelait le comte de Chambrun. Le comte de Chambrun avait été préfet de la Lozère et avait eu la bonne idée de se marier avec la fille du propriétaire des cristalliers de Baccarat. Malheureusement, cette personne est morte rapidement et le comte s'est retrouvé à la tête d'une fortune immense. C'était un personnage assez remarquable, c'était un introducteur en particulier de la musique de Wagner en France, bon, ce qui n'était... Bon, on n'est moi-même pas marin. Bon, ça montre en tout cas une curiosité d'esprit. Et surtout, le musée social, le comte de Chambrun, a voulu créer une institution qu'il a appelée le musée social, dans lequel se réuniraient les gens, mais de toute obédience, pour réfléchir à ce qu'on appelait la question sociale. Et ces gens, ça allait des syndicalistes de la CGT aux royalistes. Donc vraiment, tous les chiquiers politiques, la seule règle était, vous laissez les couteaux au vestiaire, vous entretuez dans la rue si vous voulez, mais là, on est là pour discuter. Et quand on regarde cette histoire absolument passionnante, on voit que le musée social a été effectivement très proche de l'économie sociale. Alors, il y avait le comte de Chambrun, il y avait Émile Gesson, il y avait une tapée de gens qui étaient tous proches, plus ou moins, de l'économie sociale, mais dans ces divers, représentations, composantes idéologiques. Et le musée social était on appellerait ça aujourd'hui un think tank, un endroit où on pense, où on réfléchit. Alors évidemment, on ne disait pas ça comme ça, mais était un élément essentiel de réflexion de la question sociale jusqu'à la Grande Guerre. Après, ça a continué, mais il y a une histoire évidemment compliquée parce que la Grande Guerre, là encore, a eu des incidents sur le musée social. Pour la petite histoire, bon, ce que tu dis sur le 2e congrès de la
et la FNMF est parfaitement juste. J'ajoute que la Fédération nationale de la mutualité française a été hébergée par le musée social jusqu'en 1921. Le musée social a été très proche du mouvement coopératif, au moins jusqu'à la Deuxième Guerre et même après. Donc, vous voyez, les liens sont multiples et c'est une histoire qui est encore assez mal connue. Disons, elle commence à être connue jusqu'à la Grande Guerre, elle est beaucoup moins aujourd'hui et il faudra aller jusqu'à maintenant. Si on ajoute que le musée social a fusionné en 1963 avec l'OCOB, c'est quoi l'OCOB ? L'OCOB, c'est l'Office central de charité des œuvres de bienfaisance, c'est-à-dire un premier regroupement des associations catholiques qui avait été créé également 2 ans, je crois, avant le musée social et qui essayait de corder l'action des associations catholiques de charité, de bienfaisance, etc. Donc, vous voyez, là encore, on est en plein dans le sujet, même si l'histoire de COB reste complètement faite. C'est tout ça, le musée social. Donc, évidemment, c'est extrêmement intéressant. Alors, il y a un centre de documentation, une bibliothèque qui est d'une richesse prodigieuse sur l'économie sociale. Je pense que c'est extrêmement, certainement ce qu'il y a de plus riche en France. Évidemment, c'est un lieu tout à fait important pour le thème qui nous réunit ici ce soir. Oui, je voudrais remercier, je pense que c'est en votre nom à tous, Michel Dreyfus, de cette conférence qui est pleine de propos pertinents, qui nous permet effectivement de dresser à grands traits une histoire d'un mouvement qui se prolonge jusqu'à maintenant, mais qui a connu effectivement des évolutions, qui nous a dépeint. Et je voudrais, quant à moi, poser la question tradition d'avenir. Est-ce que nous n'assistons pas à l'heure actuelle à un certain retour aux sources? Et par moments, je pense que nous ne sommes pas loin de Proudhon dans un certain nombre d'initiatives qui sont des initiatives de regroupements locaux, de groupements de coopération au niveau d'un quartier ou d'un village, les AMAP, des différentes initiatives qui partent du local et qui se défient des structures étatiques. C'est effectivement une filière qui a quand même subsisté tout au long de l'histoire du mouvement ouvrier et qu'on voit réapparaître à l'heure actuelle, peut-être effectivement à cause de la crise, à cause du sentiment de beaucoup de gens que l'État ne répondra pas et que d'autre part, la puissance des groupes financiers est trop importante. Donc il s'agit de repartir du mouvement local et d'essayer de recréer donc une véritable coopération à la base. J'y associerai d'ailleurs tous les mouvements de démocratie participative, c'est-à-dire qui visent à ce que les citoyens, dans un endroit donné, prennent effectivement leur destin en main. Je crois qu'on a là une tendance qui est relativement forte de notre période et qui peut peut-être expliquer le terme à la fois tradition et d'avenir. Oui, je peux vous répondre en disant qu'effectivement, la question se pose et on peut se demander si ces pratiques qu'on présente nouvelles renvoient pas à des pratiques beaucoup plus anciennes. Vous avez cité Proudhon, moi aussi. Je pense qu'effectivement, il y a quelque chose d'important. Ceci dit, il faut à la fois dire ça et à la fois bien voir que nous vivions dans une société complètement différente
de celle où vivait Proudhon. Bon, je défonce des portes ouvertes, mais bon, c'est important. Mais je renvoie toujours l'étude d'un mouvement à la société où il se trouve. Donc ça, c'est un élément. Nous, ce que, évidemment, on ne pouvait pas prévoir Proudhon, c'est cette importance du rôle de l'État pendant le XXe siècle. Pendant le XXe siècle, et même si je suis de ceux qui s'interrogent sur le fait que peut-être il recule, ça ne veut pas dire qu'il est disparu. Très loin de là. Très loin de là. Donc, on est dans une société complètement différente, déjà pour ces deux raisons. Bon, et en plus, le fait que la société où vivait Proudhon était une société majoritairement rurale, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, ça fait une différence de plus. Et encore un mot, je crois que, autre élément, vous savez, quand on fait des comparaisons, aussi bien en histoire que dans le présent, il faut toujours voir ce qu'il y a de semblable. Effectivement, encore une fois, invoquer Proudhon est tout à fait juste, mais aussi il faut mettre l'accent sur les différences. C'est les différences parce que sinon, on risque de ne pas tout prendre en compte. Et il y a deux éléments nouveaux dont je n'ai pas du tout parlé dans mon exposé, mais enfin bon, je vais juste les nommer. Premièrement, c'est la construction de l'Europe. Construction de l'Europe qui a commencé dans les années 50, l'Europe connaît des très graves difficultés actuellement, mais bon, c'est pas le sujet. Mais là aussi, on a une cinquantaine d'années d'histoire, donc ça, on ne peut pas, comment dirais-je, ne pas en tenir compte. Et ce qu'on appelle la mondialisation ou le développement du capitalisme, moi je dirais plutôt le développement du capitalisme à l'échelle mondiale, personnellement je préfère ça, qui est aussi un élément à prendre en compte. Là encore, évidemment, on est dans une situation extrêmement différente de celle que connaissait Proudhon. Et il existe aussi, je n'en ai pas parlé, mais on peut en dire un mot, des mouvements d'économie sociale dans d'autres pays, et pas seulement en Europe. Il en existe en Amérique latine, il en existe, je crois qu'il commence à en exister en Chine, il en existe en Asie. Donc, il faut prendre tout ça en compte. Évidemment, c'est extrêmement compliqué. Si c'était simple, ça se serait. Mais encore une fois, le fait qu'actuellement, on revienne à un certain nombre d'idées, de pratiques, etc., est parfaitement juste. Parfaitement juste. Alors, j'ai une question sur le rapport entre l'engagement de l'État dans les questions sociales et puis le développement du mouvement coopératif, etc. Donc, globalement, on peut considérer, en suivant votre exposé, que c'est un peu une parenthèse dans le fond. Le fait que l'État ait pris en charge de manière dynamique et efficace même les problématiques de travail, d'économie sociale, de prise en charge des problèmes sociaux. Finalement, ça a commencé en 1890 et on parle beaucoup de désengagement de l'État aujourd'hui, donc en gros un siècle. Oui. Hein. Quel rapport finalement entre ces positionnements de l'État qui ont été possibles parce que l'État a socialisé de l'argent, parce que l'État s'est montré capable et volontaire pour imposer des cotisations. Oui. Or, il semblerait qu'aujourd'hui, ce soit de plus en plus difficile à l'État, on peut même dire que parfois il a renoncé, dans certaines analyses, à maintenir ce pouvoir de socialiser un certain nombre de ressources financières. Oui. Et il y a même une espèce de consensus quasi culturel, dirait-on, pour rejeter les impôts et pour rejeter les charges sociales, aussi bien du côté des patronats que du côté d'un certain peuple, entre guillemets. Voilà. Donc, est-ce que le mouvement de l'économie sociale et solidaire va finalement se redévelopper au regard de cette évolution-là, selon vous? Alors, auquel cas, c'est plutôt optimiste. La question est justifiée, la réponse est difficile. Mais je vais quand même essayer de dire une ou deux choses. Bon, la première, c'est que mes compétences d'historien ne me donnent aucune compétence pour prévoir ce qui se passera dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Ça, je le dis toujours parce que
je pourrais vous dire Yakai, etc. Je n'y crois pas. Donc, on s'est tellement trompé. L'erreur en histoire est quelque chose qui m'intéresse. Donc, bon. Mais bon, je reviens maintenant sur ce que vous avez dit. Parenthèse, le mot est peut-être un peu fort parce que, encore une fois, on ne part pas de rien et quand même un siècle, enfin en gros, mettons la Grande Guerre, hein, un siècle d'expérience de l'État, ça fait beaucoup. Et deuxième point, on est parvenu au point de départ. C'est-à-dire que je suis de ceux qui pensent, et je vais vous montrer, qu'il y a un certain désengagement de l'État. Ça ne veut pas dire qu'il se désengage complètement. Donc c'est là où c'est difficile à analyser. Mais quand même, pour vous montrer combien le monde a changé. En 1977, la gauche, qui avait signé en 1972, 5 ans plus tôt, le programme commun, c'était un programme pour gouverner la France, donc on fera un certain nombre de nationalisations. Et puis, le Parti socialiste et le Parti communiste s'emploient sur la question des nationalisations. Il y a eu rupture sur ce point. Bon, je pense qu'il y avait d'autres raisons, mais peu importe. Bon, c'est pas le sujet. Bon. Bref, en tout cas, en 1977, la question des nationalisations était fondamentale. L'entreprise Renault, qui était le symbole des nationalisations de la libération, a été privatisée en 1994. C'est passé comme une lettre à la poste. Je peux vous dire, et ça j'en ai la certitude, que n'importe quel homme politique qui aurait dit, ou n'importe quel gouvernement qui aurait dit en 1977, on va privatiser Renault, vous mettiez 100 millions de personnes dans la rue dans les 3 jours. Bon, là, c'est passé dans la différence générale. Ça prouve que la société a changé. Bon, est-ce que c'est bien, ça c'est un autre débat, mais bon, bon. Mais il n'empêche que, encore une fois, et je reviens à la réponse que je viens de faire à un jeu, que je ne pense pas qu'on soit revenu au point de départ et que de plus, on a l'expérience d'un siècle, ce que n'avait pas l'économie sociale en 1914. Quand je parle de la loi sur les traites ouvrières et paysannes, c'était ce rejet. Il ne faut pas du tout dire ce qu'ils étaient bêtes, ils n'ont rien compris, etc. Parce que bon, ce jugement n'a aucune valeur. Ce jugement n'a aucune valeur. On peut le porter aujourd'hui, nous qui connaissons la fin de l'histoire, mais encore une fois, plaçons-nous dans la tête de ce que pensaient les gens en 1910. C'était complètement nouveau pour eux. Donc, ils ne savaient pas. C'est quelque chose de nouveau, et quelque chose de nouveau, on ne comprend pas toujours. Et tandis que là, autant je pense qu'il y a des engagements de l'État, autant on a quand même une expérience d'un siècle, et ce n'est pas rien, c'est la nationalisation, sécurité sociale, etc. Donc, à mon avis, et là, à partir de là, je suis encore une fois dans la capacité de vous répondre, jusqu'où ira ce mouvement. Il me semble simplement, ce que j'essaie de dire, c'est que ce que j'appelle ce relatif désengagement de l'État laisse une plus grande place à l'économie sociale, ou l'économie sociale et solidaire qui veut changer les sociétés ou remédier aux maux sociaux indépendamment de l'État. Encore une fois, je ne sais pas du tout jusqu'où ça ira, parce que ça dépend d'un tas de facteurs, et pas seulement français, sur lesquels je suis très incapable de répondre.